En réponse à l'appel du président Trump, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré que l'Europe ne souhaitait pas étendre le mandat de la mission navale de l'UE dans le détroit d'Ormuz. Au moins 400 personnes sont mortes dans une frappe lundi soir sur un hôpital de Kaboul, selon le gouvernement afghan. Ce dernier accuse le Pakistan, qui nie fermement en être responsable. Alors qu'une troisième panne majeure a touché Cuba en l'espace de 4 mois, Donald Trump a menacé ce lundi de prendre le contrôle de l'île tant le pays s'était affaibli. Malgré les tensions commerciales, les échanges de marchandises entre l'UE et les États-Unis ont atteint 900 milliards de dollars en 2025, selon une étude. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré qu'il n'y avait, je cite, aucune volonté de prolonger le mandat de la mission navale Aspides dans le détroit d'Ormuz. Kaja Kallas s'est exprimée à Bruxelles après que les ministres des Affaires étrangères de l'Union se sont réunis pour discuter de la manière dont l'Europe devrait réagir aux répercussions de la guerre américano-israélienne contre l'Iran et au blocage du détroit. We discussed options to better protect the shipping in the region. EU already has naval operations in place. We have Aspides that plays a key role in safeguarding the freedom of navigation. There was, in our discussions, a clear wish to strengthen this operation, but for the time being, there was no appetite in changing the mandate of the Operation Aspides, for now. La guerre a provoqué ce que les analystes décrivent comme la plus grande perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz de l'histoire. La déclaration de Kaja Kallas intervient au lendemain de la décision du président américain Donald Trump d'intensifier la pression sur l'Europe pour qu'elle aide à protéger le détroit d'Ormuz, cette voie navigable essentielle à l'équilibre mondial. La répression des opposants au régime des Mollahs s'étend bien au-delà des frontières de l'Iran. En Allemagne notamment, qui abrite une importante communauté iranienne, les services de renseignement de Téhéran exercent une pression constante sur les membres de l'opposition en exil. Menaces, tentatives d'espionnage, voire torture de leurs proches restés au pays. C'est ce que vivent au quotidien de nombreux Iraniens comme Hossein Yagobi. Cet ingénieur vit en Allemagne depuis plus de 40 ans et il subit la pression des services de renseignement depuis presque aussi longtemps. Gleich nach meiner Ankunft hier in Deutschland wurden zunächst mal meine Familienangehörigen im Iran festgenommen und dann ging es richtig die Unterdrückung und sogar Folterung von einigen Familienangehörigen weiter. Mir wurde immer wieder gesagt, wenn du bereit wärst, mit uns zusammenzuarbeiten, dann würden wir natürlich Sie nicht nur in Ruhe lassen, sondern Sie können auch als Ingenieur nach Iran kommen und wir würden ihn auch sogar als Chef einer Firma einsetzen und so weiter und so fort. Des offres que Hossein Yagobi a toutes rejetées. Pour faire pression sur les dissidents récalcitrants, les services secrets iraniens ont alors recours à une autre méthode. Ils se font passer pour des membres de l'opposition et contactent leurs victimes via WhatsApp. Dans une conversation consultée par Euronews, un agent se faisant passer pour un dissident demande à un opposant le nom de ses contacts, sous peine d'interférer dans l'obtention de son permis de séjour. Ralph Ghadban est un spécialiste du régime iranien. Il sait exactement à quel point les Mollahs s'appuient sur les services de renseignement pour se maintenir au pouvoir. Das sind diese Regime, die diktatorische Regime, die denken, dass jede oppositionelle Stimme eventuell eine Gefahr sein kann, die muss verstummen. Das gehört zu den Regimen, der autoritären Regimen. Environ 160 000 Iraniens vivent en Allemagne sans passeport, auxquels s'ajoutent de nombreuses personnes ayant la double nationalité. Les plaintes concernant les pressions des services secrets iraniens aboutissent rarement. Pour nombre de dissidents en exil, il ne reste plus qu'à espérer une fin rapide du régime iranien. Besonders aktiv ist der iranische Geheimdienst hier in Deutschland auf Demonstrationen. Er versucht, Oppositionskreise zu infiltrieren, Namen, Fotos, Adressen von Kritikern herauszubekommen. Dafür schickt das iranische Regime, so haben es mir Experten erzählt, sogar Geheimdienstmitarbeiter als Flüchtlinge nach Deutschland. Mittlerweile ist das Problem so groß, dass der Verfassungsschutz eine eigene Meldestelle für Betroffene eingerichtet hat. Laura Fleischmann aus Berlin für Euronews. Le gouvernement afghan accuse le Pakistan d'avoir bombardé un hôpital de Kaboul, faisant au moins 400 morts et des centaines de blessés.
Selon les autorités afghanes, la frappe aérienne a touché un établissement de réhabilitation de toxicomanes d'environ 2000 lits, lundi soir aux alentours de 21 h. Le gouvernement pakistanais a fermement nié être à l'origine de la frappe, affirmant que les bombardements menés par son armée dans l'est de l'Afghanistan n'avaient pas touché de sites civils. Ce drame marque une nouvelle escalade du conflit qui a débuté le mois dernier entre les deux pays et qui a donné lieu à une série d'affrontements transfrontaliers. Les autorités cubaines ont fait état d'une panne généralisée qui a touché l'ensemble de l'île ce lundi, impactant quelques 11 millions de personnes. Le pays connaît des crises énergétiques et économiques de plus en plus importantes et son réseau électrique continue de s'effondrer. Le gouvernement cubain a imputé ces difficultés à l'administration Trump. Ce dernier, qui continue d'accentuer la pression sur les dirigeants, a assuré ce lundi qu'il aurait bientôt l'honneur de prendre Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. Lázaro Guerra, directeur de l'électricité au sein du ministère de l'Énergie et des Mines, a déclaré lundi soir que des équipes s'efforçaient de remettre en marche plusieurs centrales thermoélectriques essentielles au rétablissement de l'électricité. Il s'agissait là de la troisième panne majeure à Cuba au cours des 4 derniers mois. Lundi soir, les médias d'État ont rapporté que les équipes avaient rétabli l'électricité pour 5% des habitants de la Havane, soit environ 42 000 personnes, ainsi que pour plusieurs hôpitaux. Le réseau électrique vieillissant s'est considérablement détérioré ces dernières années, entraînant des coupures quotidiennes et une augmentation des pannes d'électricité. Mais les difficultés se sont accentuées depuis la capture par Washington de Nicolás Maduro et du blocus énergétique total imposé par Donald Trump. Malgré les tensions commerciales, les échanges de marchandises entre l'UE et les États-Unis ont atteint un niveau record de 900 milliards d'euros en 2025. Un chiffre publié ce lundi dans un rapport de la Chambre de commerce américaine auprès de l'Union européenne. Le déficit commercial américain en biens avec l'UE a atteint 219 milliards de dollars en 2025, soit une baisse de seulement 7%, malgré les droits de douane imposés par la Maison-Blanche pour réduire cet écart. L'UE n'a pratiquement pas réduit ses exportations vers les États-Unis, indique le rapport, et ce, alors que Washington et Bruxelles restent en désaccord en raison de la politique commerciale agressive actuelle de la Maison-Blanche, qui prévoit notamment de tripler les droits de douane américains sur les produits de l'Union. Un accord déséquilibré a été conclu l'été dernier entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président américain, en vertu duquel les États-Unis ont imposé des droits de douane de 15% sur les marchandises de l'UE, tandis que l'UE a accepté de supprimer ses propres droits de douane et d'intensifier ses investissements aux États-Unis. Mais l'accord reste gelé. Les législateurs européens attendent des clarifications de Washington, alors que de nouvelles enquêtes ont été lancées suite à une décision de la Cour suprême américaine en février. Celle-ci a jugé que Donald Trump avait outrepassé ses pouvoirs en imposant ses taxes douanières. Une enquête menée par l'agence de presse allemande dpa a révélé que le PPE, le plus grand groupe conservateur du Parlement européen, a travaillé en étroite collaboration avec des membres d'extrême droite afin de faire adopter des lois plus strictes en matière d'immigration. L'analyse de conversations privées sur la messagerie WhatsApp et des réunions en face à face a montré que la coopération entre le PPE et des partis d'extrême droite comme l'AfD est bien plus étroite que ce qu'admettent les principaux intéressés. Point principal de cette collaboration controversée, le projet de loi sur l'immigration qui propose d'expulser les demandeurs d'asile vers des centres de retour situés dans des pays hors de l'Union européenne, au point mort depuis des mois après que les sociodémocrates ont refusé de le soutenir. Pour sortir de l'impasse, le PPE aurait présenté sa proposition au groupe populiste de droite ECR, aux Patriotes pour l'Europe et au groupe Europe des Nations souveraines, auquel appartient l'AfD. Des messages montrent que le PPE a même accepté des amendements de la députée de l'AfD Marie Kahn, notamment ceux concernant les examens médicaux visant à déterminer l'âge des demandeurs d'asile. Contacté par Euronews, le chef du PPE, Manfred Weber, n'a pas nié l'existence de ces discussions, mais a rejeté leur pertinence politique, affirmant qu'il ne contrôle pas les messageries du personnel. Alors que le retour à des centres de retour a été soutenu par une majorité d'eurodéputés, les critiques avertissent que cette mesure est une violation des droits de l'homme et brise définitivement le cordon sanitaire du Parlement européen contre l'extrême droite. Cette nouvelle tendance, née dans la plus grande favela du Brésil, la Rocinha, fait un tabac sur les réseaux sociaux. Le principe est simple, offrir aux touristes un aperçu de la vie dans les favelas, avec une touche de mise en scène propre aux réseaux sociaux.
Les visiteurs attendent jusqu'à 2 heures pour traverser une terrasse, s'asseoir sur une chaise et poser pour un drone. Le reste parle de lui-même. Les images spectaculaires et la musique qui les accompagnent ont vite conquis les internautes du monde entier. Mais Renan Montero, fondateur de l'agence Na Favela Turismo, explique que la prise de vue en drone n'est accessible que dans le cadre d'une visite complète. L'idée est de transformer les visites de la favela en une expérience touristique organisée. A gente já tinha o propósito de mostrar o lado cultural da favela. É necessário que você contrate um guia local. O guia local vai fazer todo o roteiro com você e o drone faz parte do roteiro. Des critiques accusent cependant les organisateurs d'idéaliser la pauvreté dans des quartiers largement contrôlés par les cartels de drogue. Não estamos romantizando a pobreza, não. Estamos aqui trabalhando dignamente, são dezenas de pessoas envolvidas nesse trabalho e o grande objetivo disso tudo é mostrar o lado positivo da favela. A gente vem recebendo uma demanda muito grande e importante para fomentar ainda mais o turismo na nossa favela. La tendance Rocinha a déjà contribué à créer des emplois pour les habitants de la favela et de nouvelles opportunités pour la communauté. Eu já peguei emprego muito bom, que é piloto de drone, mudou totalmente minha vida, ganhei dinheiro bacana e seria bom se mais pessoas da favela tivessem a oportunidade de trabalhar no mesmo local que eu trabalho e ganhar o mesmo valor que eu ganho. Le phénomène a déjà été repris par des dizaines d'influenceurs et de marques, et il n'a pas tardé à atteindre le Portugal. La police de sécurité publique a même surpris ses abonnés en la reprenant à sa sauce, pour mettre en avant sa présence dans les rues de Lisbonne.